Voilà, ça marche là maintenant, vous voyez ça en plein écran? Écran noir pour le moment. Ça ne fait rien, je vais partager autre chose. Je voulais vous montrer des exemples de sites tunisiens. Sinon, vous nous expliquez sans partage, c'est pas grave. Oui. Non, mais en fait, mon point de vue, il rejoint une bonne partie de ce qui a été dit. Alors, je n'ai pas du tout la prétention de connaître en profondeur les institutions d'enseignement supérieur tunisiennes, mais pour ce qui me concerne le plus, qui est le domaine du management et du marketing, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs établissements et parfois d'y faire des interventions. J'ai remarqué globalement c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, un bon niveau moyen, mais une tendance à en fait assez peu aller chercher, à pas vouloir faire l'effort de creuser pour chercher des idées plus originales, pour confronter des points de vue et arriver à se faire une opinion par soi-même qui soit pas la simple reprise de quelque chose d'assez consensuel. Et donc, ça veut dire que ça limite un peu les choses en termes d'ampleur des projets, et ça se retrouve aussi souvent dans la façon de conduire son projet, depuis sa conception au niveau du business plan, jusque ensuite dans son exécution. Et je l'ai vu à la fois dans des startups, mais aussi beaucoup dans des entreprises où, que ce soit du côté du chef d'entreprise ou du côté des cadres qui ont confié la responsabilité de ce type de projet, il n'y a pas un engagement suffisant. En fait, globalement, en ce qui concerne le e-commerce, qui est considéré comme quelque chose d'innovant, il y a à la fois l'envie d'y aller parce que, et d'ailleurs, les objectifs stratégiques de pourquoi on va vers le e-commerce ne sont pas toujours très clairement établis, et en même temps une espèce de fausse prudence qui consiste à dire béchoya, béchoya ou step by step. Et ben, si on doit franchir un fossé, le step by step, c'est la meilleure façon de tomber dans le trou. Donc ça veut dire que le fait d'adopter un projet de site marchand pour l'entreprise, ça devrait être, surtout maintenant qu'on sait que ça existe depuis très longtemps dans d'autres pays et que ça explose, ça devrait être l'occasion d'une remise en cause en profondeur de l'entreprise sur ces différents secteurs d'activité, ses façons de faire, ses organisations, le rôle des collaborateurs pour améliorer la performance. Quand on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits tunisiens qui s'exportent déjà, qui sont vendus en ligne et qu'achètent monsieur et madame tout le monde, bon, aux États-Unis, le marché du e-commerce, c'est 270 milliards d'euros, c'est plus de 370 milliards en Chine. Plus près de nous, en France, c'est presque 35 milliards d'euros. Et bon, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais c'est 500 euros de dépenses par habitant, et ça représente plus de 5% du commerce total. Et c'est en train de progresser. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on peut vendre à Madame Dupont, à Madame Schmitt en Allemagne ou à Madame Sørensen au Danemark, directement depuis son bureau ou son entrepôt en Tunisie. Mais pour arriver à faire ça, il faut se mettre au niveau de ses compétiteurs. Et là, ce n'est plus les concurrents tunisiens, c'est les concurrents internationaux. Donc, même quand on produit quelque chose de typiquement tunisien, je vais prendre un exemple d'un produit emblématique qui est la fouta. Bon, la fouta, c'est un produit, on va dire, ah, ça, c'est que tunisien, donc on peut regarder uniquement ses concurrents tunisiens. Ou bien on peut se rendre compte que, d'une part, il y a de la contrefaçon et que des pays asiatiques produisent aussi des foutas, et que si on parle de fouta, on parle de l'usage de l'objet, que ça sert soit comme serviette, et donc c'est du linge de maison, du linge de bain, ou ça sert comme élément de décoration, et ça va être à regarder au même titre que d'autres formes de jetés, de canapés, ou de nappes, ou de chemin de table. Donc, quand je fais cette analyse-là et que je vois tous les efforts qui sont faits par des sites marchands internationaux pour
bien présenter leur offre, faire des belles photos en style de vie intégré dans des décors. Il faut être capable de faire une photo qui va parler à une Suédoise et lui montrer qu'en utilisant la fouta sur son chemin de table, avec de la gastronomie, avec des plats typiquement suédois, c'est joli et c'est original. Et là, on va lui donner plus envie d'acheter le produit. Cet exemple-là, c'est une façon, on va dire, innovante de présenter l'offre, qui suppose de se gratter un peu la tête et d'aller se mettre à la place des attentes des marchés qu'on cible, en ayant au préalable identifié que la Suède pourrait être un marché intéressant à cibler. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Bon, des exemples comme ça, je pourrais en prendre des quantités. J'avais préparé, alors je sais pas, je vais essayer encore une fois de partager quelque chose. Voilà. Alors, je vais partager cette fenêtre en commençant par celle-ci. Est-ce que vous voyez le site d'Étendard? Voilà, donc ça, c'est le site d'un de nos clients qu'on a fait récemment. Des belles photos, la possibilité de parler en chat en ligne. On met en avant le fait que c'est un produit tunisien, qu'il y a de la livraison gratuite, etc. La maquette est soignée et on va retrouver le fait que c'est un site sécurisé, comment ça fonctionne la livraison à domicile, il y a un numéro de téléphone à contacter. Donc, on a fait en sorte que les choses soient bien précises et qu'on aille de la séduction jusqu'à la rassurance complète du client. Si je prends cet autre exemple de site, voilà, là je tombe sur une homepage avec des photos récentes qui sont plutôt jolies. J'ai un gros texte, je ne sais pas trop où je vais. Et si je vais plus loin et que je vais voir une offre, je vais tomber sur des produits et là, ben, il n'y a pas le prix. Il faut demander un devis. Donc ça, c'est une façon de faire. J'ai rien contre ces gens-là, ils sont sûrement très bien, mais c'est une approche très traditionnelle qui va pas jusqu'au bout du potentiel du canal de vente e-commerce. Et là, je vous montre un autre exemple d'un site qui s'appelle Tuntu. Vous dites quoi, ça? C'est du produit personnalisé. Vous voyez, vous pouvez personnaliser les choses. Eh bien, ce nom-là qui sonne très tunisien, malheureusement, c'est pas un site tunisien, c'est un site français. On peut le déplorer parce que typiquement, faire de la personnalisation de produits, de t-shirts, de polos ou de sweats, comme je vois ici, c'est quelque chose que couramment de nombreux industriels du secteur textile tunisien sont parfaitement capables de faire et de profiter de la proximité à 2 heures d'avion de l'Europe. C'est un avantage concurrentiel énorme. Et pourtant, il n'y a pas un producteur de textile tunisien qui propose ce type de service vendu directement au consommateur final. Regardez le prix, c'est du modèle de base, un sweatshirt comme ça, c'est à 17 €, c'est-à-dire à presque 60 dinars. Il y a quand même pour un produit qui pèse 250 ou 300 grammes, donc il y a une grosse marge à dégager sur un produit comme ça. Le fait d'aller broder un motif sur quelque chose, avec toutes les machines qui existent dans de nombreuses usines ici, c'est vraiment 3 fois rien comme transformation. Mais par contre, ça suppose d'avoir repensé l'organisation, parce que à chaque fois que j'ai eu l'occasion moi-même de parler des industriels textiles, que ce soit des petits, des moyens ou des gros, ils me disent « Ah mais oui, mais moi en dessous de 5000 pièces, je bouge pas ». Alors après, ils sont descendus, ils sont maintenant peut-être à 500 ou à 300 pièces. Alors que là, c'est de la commande individuelle. Donc, je ne vais pas mettre en place une chaîne de production pour un article, c'est du prototypage. Oui, s'il appelle ça prototype si tu veux, mais par contre, des commandes comme ça, tu peux peut-être en avoir 200 ou 300 par jour. Et là, tu ne vas pas gagner ta vie en faisant comme ça. Il faut juste savoir t'organiser. La productivité sera évidemment moins importante que sur une grande série, mais tu vends directement au prix de vente du consommateur final. Alors que le produit en question, s'il le vend un donneur d'ordre de façon classique, non seulement il va avoir le risque du paiement et du délai de paiement lié à ce donneur d'ordre, mais sa marge sera beaucoup plus faible. Et je pourrais prendre le même exemple dans d'autres secteurs très, on va dire, classiques de l'économie tunisienne, qui permettraient de relancer beaucoup les choses. Donc, pour rejoindre ce qu'a dit à la fois tout à l'heure, comment s'appelle-t-il,
je perds son nom, excusez-moi, le professeur, et puis les commentaires de Mourad, je rejoins pleinement l'idée que l'innovation n'est pas nécessairement liée à la start-up et qu'on peut aussi être entrepreneur sans être spécialement innovant. Et c'est vrai que le croisement des deux peut amener quelque chose qui à la fois représente un risque supplémentaire, puisqu'il y a à la fois un risque lié à l'introduction d'une nouveauté, en plus du risque inhérent au lancement de toute activité. Mais c'est souvent aussi l'occasion de prendre une avance significative sur son marché et de profiter, ce que beaucoup d'entreprises tunisiennes savent bien faire, d'un avantage compétitif en termes de coûts. Donc on est aujourd'hui dans une période économique où la pandémie provoque une crise économique conjoncturelle très forte, ça on le voit. On voit maintenant qu'avec l'arrivée du vaccin, il se dessine pour 2021 une reprise progressive à partir du milieu ou de la fin du premier semestre 2021. Mais cela étant, ça ne va pas revenir totalement comme le monde d'avant. On est dans une mutation profonde de nos systèmes économiques. Les théoriciens parleraient de révolution industrielle, au même titre que quand il y a eu l'introduction du moteur à essence ou de la machine vapeur. Mais cette transformation qui est liée à la digitalisation d'à peu près tout et aux biotechnologies, on n'a pas l'impression aujourd'hui que le pays le prenne à la hauteur des enjeux. Et au niveau des entreprises, il y a encore, je trouve, une forme de nonchalance qui est j'oserais dire, de l'aveuglement qui m'inquiète beaucoup. Je constate que même des chefs d'entreprise relativement jeunes sont encore dans des schémas de pensée extrêmement classiques et ne remettent pas en cause le mode de fonctionnement. Ils font le dos rond aujourd'hui parce que la conjoncture est difficile, alors que justement, grâce à l'innovation qui peut être liée à la digitalisation ou à d'autres aspects, ils pourraient fortement rebondir. Et la Tunisie aujourd'hui a une opportunité incroyable, c'est que les Européens se sont rendus compte de leur extrême fragilité due à leur dépendance des achats en Chine et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, que ces achats sont des achats lointains, que la Chine maintenant développe son marché intérieur et ne considère plus les exportations autant comme une priorité que par le passé. Et donc, il va y avoir un besoin de relocalisation des activités industrielles près de l'Europe. Donc, c'est une opportunité pour la Tunisie, dans le schéma un peu classique de la sous-traitance, mais probablement avec une beaucoup plus grande remontée dans la chaîne de valeur, de profiter de ces attentes pour tisser des vrais partenariats avec des entreprises européennes qui sont en train de se dire, bon, comment est-ce que je réorganise mes activités de production ? Voilà, donc ma conclusion par rapport à ça, elle est relativement simple, c'est que d'un côté, on a marchands, pour revenir sur le parti du e-commerce, qui peuvent être lancés, mais qui ne doivent plus être un canal de vente supplémentaire annexe par rapport à l'activité principale, mais au contraire comprendre que le fait de vendre à distance, ça oblige à repenser en profondeur son offre, que ce soit ses prix, ses présentations, ses emballages, et que la digitalisation, ça ne consiste pas à simplement informatiser ou mettre en ligne comme on faisait auparavant, c'est comme certaines procédures administratives, c'est vraiment l'occasion de repenser tous les processus en termes de stockage, de facturation, de marketing, de création de produits, de systèmes d'information, bien sûr, et des ressources humaines qui vont avec. Donc, on a aujourd'hui la possibilité de bénéficier du nouveau cadre de Startup Act qui est très favorable aux entreprises. Il y a aujourd'hui beaucoup de structures d'accompagnement de type incubateur et autres pour accompagner des entrepreneurs en termes de méthode. Et aujourd'hui, ils ont une capacité d'absorption sur des projets même avec une assez faible composante d'innovation. Et de l'autre côté, il faut voir en termes de contraintes qu'il y a encore un cadre légal et réglementaire qui est trop restrictif. On ne va pas parler aujourd'hui ni de la loi de change, ni
les allers-retours sur la fiscalité qui peut être parfois très dissuasive, et la difficulté aussi à faire appliquer la loi lorsqu'on est en forme de litige, et ni de parler maintenant de l'économie de rente, qui est un sujet dont on entend beaucoup parler, et le fait que les grands groupes tunisiens sont chacun assis sur des positions dominantes dans leur secteur, ce qui leur donne un confort suffisant pour se permettre d'avoir beaucoup d'inertie. Moi, je pense que vraiment le conservatisme encore de beaucoup d'investissements des banques et des chefs d'entreprise eux-mêmes sont la raison principale du retard pris par la Tunisie dans sa mutation, alors que on n'a pas encore une fois besoin d'inventer une nouvelle façon de faire des fusées pour aller sur Mars, pour être innovant, que des choses parfois très, très simples, très légères, très subtiles font toute la différence. Dans le domaine qui nous concerne, je voudrais prendre un exemple parmi d'autres. Vous connaissez probablement tous la plateforme Airbnb pour la réservation entre particuliers. Alors, ils ont beaucoup souffert, bien sûr, de la pandémie, mais auparavant, leur succès a été une traînée de poudre. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont inventé? La location entre particuliers pour du séjour court? Pas du tout. Ça existait depuis très longtemps avec des petites annonces dans les journaux. Est-ce qu'ils ont inventé la plateforme de location entre particuliers? Pas du tout non plus. Quand ils ont démarré, il y en avait des dizaines et il y avait des leaders très installés dans chacun des pays où ils ont marché. En particulier en France, où ils sont devenus leaders en 6 mois à 1 an. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement eu l'idée de mettre des belles photos plein écran. Avant, c'était des petites. C'était justement la reproduction sur Internet, des petites annonces dans la presse avec un peu de texte, des petites photos, on ne montre pas grand-chose. Et du coup, c'est technique, c'est froid, c'est pas agréable, c'est pas chaleureux. Et là, tout d'un coup, on avait des grandes photos plein écran, des photos bien soignées, et ça donnait envie. On n'avait qu'une envie, c'était de prendre son sac et de partir dans tous ces endroits-là pour voyager avec plus de chaleur humaine que dans des hôtels. Donc l'innovation, elle est finalement très peu de choses. C'est pour simplifier le modèle d'Airbnb, c'est la maquette, l'expérience utilisateur du site. Voilà. Et donc par rapport maintenant aux entrepreneurs tunisiens et au secteur de l'entreprise, j'espère qu'on va pouvoir évoluer vers une rigueur plus importante dans la montée des projets. À différents titres, j'ai eu l'occasion de voir un certain nombre de dossiers de projets de création d'entreprise. J'ai quand même été souvent frappé par la très grande faiblesse des dossiers, pas d'études de marché sérieuses, pas de réflexion sur comment le mettre en œuvre, pas de business plan solide, construit, réfléchi et calculé. Des gens qui sont beaucoup trop en solitaire alors qu'il faut constituer des équipes et qui vont se lancer parce qu'ils sont dans un secteur et que c'est le père et le grand-père étaient dans ce secteur-là, donc ils pensent ça va suffire comme raison de réussir, avec trop peu de moyens et souvent en plus avec une implication des collaborateurs qui est trop faible. Pourtant, il reste encore aujourd'hui en Tunisie un avantage coût assez significatif et on sait que les compétences qui sortent des universités sont d'un niveau international moyen tout à fait et permettent de bien avancer. D'accord. On vous remercie, Monsieur Anout. Effectivement, c'était très intéressant. Merci pour vos conseils pour les jeunes entrepreneurs. Quant à la digitalisation, je pense que c'est un thème très large à aborder peut-être dans un autre webinaire. Ça, c'est très intéressant à aborder comme un thème à part entière. Je ne vais pas tarder à passer la parole à Siti Seoui pour qu'il n'y ait pas beaucoup de décalage. Siti Seoui, on vous écoute. Merci beaucoup. J'ai l'avantage d'intervenir en dernier, donc je vais essayer de synthétiser, malgré que c'est un désavantage parce qu'il nous reste très peu de temps. Mais je vais reprendre l'exemple de M. Anout qui me paraît très intéressant. Quand il a parlé de la Kouta, il a évoqué pas mal d'aspects dans les concurrents qui sont plutôt tunisiens que d'autres. Et en face, je mets
la discipline veille qui va avec. Pour expliquer. De nouveau, une demande d'être plus près du micro, Simoulet. Oui, je vais essayer de rapprocher, d'accord. Donc, j'essaye à chaque point que je vais évoquer, mettre en face la discipline de veille qui va avec. Donc, quand on parle concurrent, il faut avoir une veille concurrentielle, c'est-à-dire se rendre compte de qui est vraiment notre concurrent. C'est le Tunisien ou l'Européen qui fait, entre guillemets, de la contrefaçon. Alors, quand on parle d'une contrefaçon, est-ce vraiment une contrefaçon? Est-ce qu'on a fait une veille législative pour se rendre compte qu'il y a une marque déposée ou pas? Ça fait partie du patrimoine tunisien ou pas? On a parlé également du client. Qui s'intéresse à ça? C'est Madame Dupont en France ou Madame Smith en Allemagne. Là également, s'il n'y a pas d'études et de veille économique dans ce sens, on va rester dans le tâtonnement. Et pour finir, il y a la veille technologique. Dans la veille technologique et dans la discipline de e-commerce, il y a deux aspects, par exemple, qui sont très innovants. Par exemple, le chatbot. C'est pouvoir aller sur un site, discuter avec un robot, entre guillemets, qui est capable de vous comprendre et de vous répondre en apportant un support ou en aiguillant sur une information plus précise. Pareil pour ce qu'on appelle le dropshipping. Quand on a le e-commerce, aujourd'hui, les gens ne s'amusent plus à mettre des stocks. On prend la commande en temps réel, on la passe directement au fournisseur, le fournisseur prépare la commande, il l'envoie directement au client. Moi, en tant que commerçant ou en tant que site e-commerce, je ne gère pas de stock. Et toutes ces techniques, on ne peut pas s'en rendre compte si on n'a pas fait une veille technologique dans ce sens. Oui, je peux me permettre de vous interrompre? Juste le dernier point, comme ça vous avez l'ensemble de l'idée. Pour la veille stratégique, le marketing aujourd'hui, on parle d'un marketing multicanal. Avant, on parlait, voilà, une vente en ligne via PC, c'est tout. D'autres s'amusaient à faire de la vente par mobile, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'internaute, il est tracé à tout moment. Quand vous naviguez sur Internet, Google enregistre vos choix, vos mots-clés que vous utilisez. Quand vous rentrez sur YouTube, il sait quelle vidéo vous consultez. Votre agenda, pareil, il peut être analysé. Vous êtes également géolocalisé. Et toutes ces informations vont être capturées, traitées, analysées pour vous orienter vers l'offre qui vous est la plus appropriée et au meilleur moment. Et ça, ça peut être suivi sur plusieurs terminaux. C'est-à-dire, vous commencez une action sur le mobile, vous vous retrouvez sur le PC, et ben, il continue à suivre votre parcours et à vous proposer jusqu'à ce que vous deveniez client. Ça, bien évidemment, aujourd'hui, si vous ne connaissez pas ça, si vous ne maîtrisez pas ces outils, vous n'avez pas fait la veille au préalable, vous pouvez avoir le meilleur produit au monde, vous n'allez pas vendre. Vous ne pourrez pas percer dans l'e-commerce parce que je l'ai pris comme exemple. Et c'est vrai également pour toutes les autres disciplines. Je vous en prie, M. Laurent, si vous avez une intervention. C'est bon? Ouvrez votre M. Laurent. Le micro, M. Laurent. Oui, je partage pleinement tout ce que vous avez dit. J'irai même encore plus loin. Effectivement, on parle d'omnicanal. Aujourd'hui, en Europe, les enseignes qui ont des points de vente cherchent à avoir ce qu'ils appellent un marketing sans couture, c'est-à-dire à faire en sorte que le client puisse accéder à l'offre aussi bien en ligne, en point de vente, sur les différents périphériques, sur les mobiles, sur le PC, sur la télé interactive, et qu'au niveau des livraisons, il puisse aussi bien acheter en boutique, de passer commande et retirer en boutique, retirer dans un point relais ou se faire livrer à domicile.
et qu'on voit des consommateurs qui vont sur Internet pour regarder l'offre et qui vont aller en point de vente pour finaliser et acheter, et des gens qui vont continuer à avoir du lèche-vitrine ou à se balader dans les boutiques et qui vont rentrer chez eux pour passer commande, ou bien certains, beaucoup les adolescents d'ailleurs, qui vont en magasin, qui voient ce qui les intéresse, qui avec leur téléphone vont chercher à regarder où est-ce qu'ils vont trouver le truc le moins cher, et dans le magasin même, ils passent la commande. Ils peuvent être dans un magasin Fnac et passer commande d'une paire d'enceintes audio sur un site marchand quelconque, parce qu'ils vont les avoir trouvées 2 € moins cher que dans la boutique Fnac où ils sont et où ils ont pris des conseils dont ils ont profité sans rien payer. Moi-même, si je me pousse un peu ici, on est en train de mettre en place un entrepôt de préparation de commandes pour faire du pick, pack, ship, précisément pour amener aux entreprises une capacité de performance opérationnelle qui sont rarement en capacité de mettre en place en interne. Ça, c'est le complément que je voulais apporter par rapport à ce que disait Mourad. Il y a l'observation du marché qui est essentielle, c'est de comprendre la mentalité, l'état d'esprit, les goûts des consommateurs. Donc, regarder ce qui se fait, quelles sont les tendances pour s'y insérer. Tout ce qui va être lié à de la démarche de protection de marque ou du patrimoine, comme on parlait des FOUTA, c'est éventuellement à l'échelle de l'État tunisien ou d'une chambre syndicale peut-être, mais à l'échelle d'un acteur individuel, c'est totalement vain. Et quand vous êtes sur Amazon.de pour vendre aux Allemands des FOUTA, concrètement, vous avez des dizaines de vendeurs, si ce n'est pas des centaines, rien que de FOUTA, qui vendent chacun à des centaines de milliers d'Allemands, qui vont en acheter, pas tous les jours, mais de temps en temps. Et il suffit de regarder la qualité, le soin porté à la présentation d'une offre, un texte de vente très détaillé qui précise bien la matière du tissu, comment on l'entretient, les couleurs, les autres modèles, des offres groupées, enfin plein de choses comme ça, qui font la différence par rapport à des sites où il y a une petite photo posée comme ça, et puis au mieux, on va trouver la dimension marquée coton 100% fabriqué en Tunisie. Bon, ben quel que soit le prix, c'est pas forcément la deuxième offre qui va gagner. D'accord. Et de l'autre côté, il faut aussi que si on veut vendre à cette Madame Schmitt, d'un côté, on ait compris ses goûts, et de l'autre côté, on soit capable de la livrer avec le transporteur qu'elle a l'habitude d'utiliser, en utilisant le mode de paiement qu'elle a l'habitude d'utiliser. Et là, on retombe sur de l'analyse de la veille et de la prise en considération des contraintes juridiques de la Tunisie pour éventuellement les contourner dans des limites légales pour s'adapter aux besoins de Madame Schmitt. Concrètement, si on met en place un paiement sécurisé avec Tunisie Monétique aujourd'hui, lorsque la consommatrice va sortir sa carte bancaire pour payer, il y a un risque fort élevé que, voyant un système qui n'est pas un système qu'elle connaît, elle soit inquiète et qu'elle ne valide pas sa commande. Donc, tout l'effort qu'on aura fait avant de valorisation, de marketing, de tout ce qu'on veut, s'écroule au moment de la confirmation de commande, juste par rapport à ce détail du mode de paiement. Je continue sur un exemple de l'Allemagne. En Allemagne, il y a encore près de 30% des gens qui commandent en ligne sur Internet et qui payent par virement bancaire après avoir reçu leur commande. Et souvent, les consommateurs allemands, en tout cas ceux les plus intéressants, s'ils sont intéressés par vos FOUTA, on va rester sur cet exemple, ils vont voir la FOUTA rouge, la FOUTA orange et la FOUTA jaune. Et les trois les intéressent, ils savent pas, ils vont hésiter. Elle va en commander 3, elle va recevoir les 3, elle va décider laquelle des 3 elle garde et elle va vous retourner les 2 autres. Ça, c'est un comportement très courant en Allemagne. Si vous ne le savez pas, vous vous mettez en ligne. La première semaine, vous sautez de joie au plafond parce que vous avez plein de commandes. Et la deuxième semaine, vous pleurez parce qu'il y a la moitié de votre marchandise qui va vous revenir en retour. Mais c'est pas grave parce qu'il va vous revenir en retour très rapidement, est à neuf. Donc là, si la dame a gardé la FOUTA jaune, la orange et la rouge, elles reviennent et elles sont vendables. Par contre, il faut bien sûr être parfaitement organisé pour être capable de réceptionner ces FOUTA, de vérifier leur bon état, de mettre à jour les stocks disponibles en plus 1 pour que quelqu'un d'autre puisse les acheter. Et clairement, ce n'est pas quelque chose qui va se faire depuis la Tunisie. Il faut que ça se fasse depuis l'Allemagne ou depuis un pays limitrophe. Oui, mais pire, et je reprends, si vous permettez, il y a beaucoup de sites qui travaillent sur l'événementiel. Donc, la période de Noël,
plein de commandes, juste après la moitié du stock qui revient vers vous et que vous ne pouvez plus le vendre que l'année d'après. Avec la mode qui est passée, les nouveaux produits qui sont sortis, ben, le stock, vous le gardez. Et il y en a plein qui ont fait faillite, comme ça, des petits commerçants en ligne qui ne savent pas comment ça fonctionne, etc. Ben, ils ont laissé leur peau parce que, voilà, c'est une aventure. Et l'idée, pour reprendre encore, j'essaie toujours de faire le lien, parce que c'est le thème, entre l'entrepreneuriat et l'innovation. On a parlé beaucoup de l'entrepreneuriat, on est parti même sur des trucs de recherche assez avancés. Mais il y a un point qui a été repris pas mal de fois avec différents mots, c'est dire, voilà, on n'a pas la culture, on est dans le conservatisme, etc. Ça me laisse un peu sourire parce que moi, je renvoie systématiquement la responsabilité aux responsables, qui est pour nous, en tout cas, au niveau. La Tunisie, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est une économie de rente. Il ne faut pas hésiter à le dire, il ne faut pas le cacher, sinon on se trompe. On est protégé de partout, des lois, des monsieur X et Y ont droit de travailler dans le domaine, pas les autres, etc. Ça, bien évidemment, ça crée ce qu'on appelle le conservatisme, mais je l'appellerais moi plutôt le désespoir. Parce que des fibres d'entrepreneurs, on en a plein, contrairement à ce qu'on croit. Parce que la première devise d'un entrepreneur, c'est le courage. C'est de vouloir aller de l'avant et vers l'aventure. Et si vous regardez le nombre de nos cadres qui émigrent tous les années, vous allez vous rendre compte qu'on a plein de courageux qui sont partis à l'aventure, voir d'autres horizons dans d'autres pays, d'autres cultures. Ça, c'est pour l'aspect politique. Pour l'aspect culturel, parce que ça a été évoqué également, nous, on n'a pas une culture entrepreneuriale. Là aussi, ça me laisse un peu sourire, parce qu'on va à l'école à l'âge de 6 ans et on y passe 18 ans. L'enseignement, quel rôle a apporté à ces générations pour avoir la fibre de l'entrepreneur? Rien. Parce qu'on passe tout notre temps à travailler dans une logique de passage de classe, avoir le diplôme, et ça s'arrête là. C'est pas ça. Même l'enseignement, il est du 19e siècle, j'insiste. Comparé avec ce qui se fait dans les pays scandinaves. Les mômes, ils s'amusent jusqu'à l'âge de 9 ans. Ils n'apprennent pas. Ils apprennent en jouant. On travaille sur leur personnalité. On travaille sur leur vision, le sens de la créativité, justement. Non, nous, j'ai une petite gamine qui a commencé cette année, en première année. J'ai du mal à porter son cartable. Pourquoi, au résultat? Pour arriver à la fin à une pénurie d'entrepreneurs et d'innovation. Ça, c'est mon avis. Maintenant, je vais essayer d'aller vers la théorie, parce que c'est sympa. Hein. Moi, on peut discuter, mon avis. Et je vais partager avec vous quelques images que j'ai pris le soin quand même d'aller chercher pour étayer un peu ce que j'avance. Alors, ça, c'est. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Oui, oui. Voilà. Là, c'est dans l'ensemble de l'intelligence économique. Il y a la partie veille, l'influence, la protection, etc. Mais si je vous partage ça, c'est pour vous montrer l'interaction avec l'écosystème. D'accord? Donc là, ça concerne bien évidemment les faits et les tendances économiques et politiques et légales, la réglementation, la technologie, l'innovation, l'offre avec les fournisseurs et le trio prix, qualité, délai, exigences et attentes du client, actions et avancées des concurrents. Donc, si on ne sait pas ça, on ne connaît pas ça, on n'a pas fait de la veille sur ça, il est inutile de faire de l'entrepreneuriat, même si on est doué.
dans des pays avancés, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé ce stade, il y a une entreprise sur 10 qui passe le cap des 5 ans. Les autres ferment. Je ne vous parle même pas du taux en Tunisie. Là, pareil, je vous donne l'exemple. Encore une fois, je vous rappelle l'importance de la veille vis-à-vis de l'entrepreneuriat. L'Oréal, par exemple, quand elle lance ses produits, ou pourquoi elle est leader de son marché, parce qu'elle travaille sur cette matrice. Elle fait une veille commerciale, les canaux de distribution, les façons de vendre, une veille sociétale. Elle se positionne sur les femmes. Quelles femmes, jeunes, moyennes, actives ou pas actives, les technologies, les nouvelles molécules qu'on retrouve, qu'on découvre, etc. Tout ça permet d'avoir le moyen d'être innovant. L'innovation, c'est pas, ça tombe pas du ciel. Ça s'apprend. Il y a des outils et ces outils doivent être alimentés par de l'information. Et l'information, pareil, il faut aller la chercher et c'est le rôle de la veille. Le triangle de l'innovation, il est devant vous. Ça va de la créativité, la valeur qu'aura le produit et la socialisation, l'acceptabilité. Et il y en a 7 niveaux. Donc on parle d'efficacité, donc mieux encore d'efficience et d'amélioration. C'est à partir de là que ça commence à être intéressant. L'innovation, c'est de l'amélioration continue. Bien évidemment, il faut partir de quelque chose. La rationalisation, là aussi, c'est d'être capable de ne pas faire des choses. Il y a des options qu'il faut éliminer. Bien évidemment, l'inspiration et là, le summum, c'est de l'innovation, on arrive à l'invention. C'est par la rupture, c'est faire de quelque chose que personne n'a fait. C'est de l'ordre de l'impossible. Là, je vais revenir pour les autres diapos, mais pour les fameux leadership ou entrepreneurs innovants, vous savez, la courbe du marché, c'est comme vous le voyez, elle commence très basse, elle augmente et après on a un déclin, une récession. Et là, on a 5 types d'entrepreneurs. Les précurseurs, c'est-à-dire qui ont vu le marché très 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 tôt, c'est de l'ordre de 3% maximum. Après, il y a les visionnaires. Là, le marché l'a démarré et au début, ils prennent le wagon. Donc, c'est des visionnaires. Au-delà, il n'y a aucun mérite. On parle de majorité précoce, ok, la majorité tardive et les retardataires à la fin, ils arrivent sur un marché qui ne va pas durer, qui va décliner très rapidement. Nous, en Tunisie, on est plutôt sur la dernière vague. Parce qu'on n'est pas dans l'anticipation, on est dans la réaction. C'est sympa de réagir à la crise de Covid, y avoir une dynamique, innover, etc. Mais on est dans la réaction. Et ça, bien évidemment, on ne peut pas être visionnaire avec ça. Être visionnaire, c'est anticiper. Alors l'innovation, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est une science, ça s'apprend. Il y a des stratégies pour faire ça. Et une des stratégies maîtres aujourd'hui, c'est la stratégie Océan Bleu, qui a été créée pour une raison fondamentale. C'est que jusqu'aux années 60, les années glorieuses, on parlait de conquête de marché. Il y avait encore des marchés non conquis et on a devant nous des années d'exploitation pour les conquérir et vendre. De nos jours, ce n'est plus le cas. De nos jours, on est dans la saturation. On est sur un marché de prédation. Chaque secteur que vous touchez, vous avez une multitude de concurrents en face. Et là, vous avez 2 façons de faire. Soit d'aller avec toute l'agressivité que vous avez, l'ingéniosité, etc., et faire la concurrence pour à la fin avoir une part de marché, ou alors
tourner votre dos à la concurrence et créer votre propre marché. Et c'est là le fondement de la théorie Océan Bleu qui permet les points qu'on voit ici. Donc, au lieu d'aller dans la compétition, on va créer notre marché. Au lieu de battre la concurrence, on va les mettre en jeu, on va leur carrément tourner le dos. On va exploiter et capturer une nouvelle demande et on sort du rapport classique de la concurrence, valeur-coût, et on aligne l'entreprise sur la différenciation. Alors, ça a l'air un peu abstrait. Je vais vous donner un exemple qui est assez intéressant. Comment Kia a percé? Alors, à l'époque, elle avait Conforama et Rochebois comme concurrents. Et aujourd'hui, en bas, on a un axe sur les critères tels qu'il est perçu par le client. Donc, la stratégie, elle est orientée expérience client. D'accord? Donc, le plus haut, Roche, donc il avait une livraison qui prend beaucoup de temps, un prix assez haut, de la très bonne qualité, bien évidemment, un excellent design, mais pas assez de variété, pas d'ergonomie magasin et il ne fait pas assez de publicité. Donc le deuxième, Conforama, sans reprendre tout, mais il est en dessous de l'autre. Sur les aspects vers la fin, plutôt, il a un meilleur magasin, meilleure variété, meilleure publicité. Alors, quand vous arrivez sur le marché, soit vous allez concurrencer sur ces critères-là, ou inventer autre chose. Donc, IKEA, il est allé vers une livraison plus rapide, un moindre coût, une moindre qualité, un moins bon design, mais une meilleure variété de l'offre, meilleure ergonomie et plus de publicité. Et il a inventé un nouvel espace stratégique dont il est le seul à proposer. C'est de pouvoir monter soi-même son équipement, une attractivité et séduction de l'enseigne et une logique de self-service. Et ça, c'est de l'innovation. Alors, le principe, pareil, il est simple. Je vais essayer de retrouver le diagramme. Voilà. Donc, sur une chaîne de valeur, il y a 4 choses à faire. Il faut exclure tous les éléments n'apportant pas de valeur au client, créer une nouvelle source de valeur jamais offerte sur le marché, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, d'autres critères dont on est le seul à disposer, et on va atténuer les éléments de surcoût liés à survaleur non perçue par le client. Donc, on ne va pas éliminer les autres critères, mais on va atténuer leur impact et leur importance et renforcer les critères dans lesquels on est bon, donc les éléments les moins exploités par les autres. Et ça, laissez-moi vous le dire clairement, personne ne l'enseigne. J'étais stupéfait non seulement que les étudiants ne soient pas au courant de telles théories, mais également des entreprises. Quand on leur parle d'Océan Bleu, ils ne savent même pas ce que c'est. Alors que c'est capital pour eux, pour se différencier par rapport à la concurrence, avoir une offre d'innovation, et tout ça, ça leur passe au-dessus de la tête. Donc, pour conclure, parce que je sais qu'il commence à se faire tard et qu'on est vraiment, on a dépassé depuis une demi-heure, l'entrepreneuriat, c'est important. L'innovation également. Faut-il encore se donner les moyens de former ces jeunes, de les armer? Parce que la politique tunisienne jusque-là, c'était vous me demandez de l'emploi, je n'en ai pas. Le plus simple, c'est que vous allez créer quelque chose par vous-même. Et c'est tout, ça s'arrête là. C'est vrai que dernièrement, ça commence à avoir un peu de gueule par Startup Act, etc., etc. Mais ça, je le rappelle encore une fois, c'est grâce au secteur privé
et aux ONG, dont on n'a pas beaucoup parlé, et qui ont un très grand apport aujourd'hui en Tunisie. C'est eux qui sont le moteur de pas mal de projets, de capacity building, de création de solutions sectorielles, etc. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une vraie démission de l'État ou du politique dans ce sens. Alors, ils ont également leurs excuses, hein, parce que trop de salaires, pas les budgets associés, eux-mêmes ne bénéficiaient pas des formations nécessaires. Tout à l'heure, on parlait de la recherche, je connais très bien comment ça se passe. J'ai des collègues qui ont arrêté la recherche parce que le jour où ils publient et qu'on accepte sa publication et qu'on l'appelle pour présenter, il n'a pas le moyen de se payer le déplacement et l'État refuse de le prendre en charge dans plusieurs cas. Donc ils ont arrêté et ils sont tournés vers éduquer, donc l'enseignement, qui est une action très bien loyale, mais avec un sentiment de non accompli parce que l'enseignant ne peut pas faire vraiment de la recherche en Tunisie. Il y a des disciplines plus ou moins intellectuelles et là, les gens s'en sortent. Et dès qu'on a besoin d'un laboratoire, de machines de mesure, etc., ben, c'est le néant parce que l'État ne met pas les moyens. Donc, c'est très important d'évoquer ces problématiques et d'insister là-dessus pour que ça se résolve. Autrement, si c'est un langage de bois, de oui, quand même, on n'est pas si mal que ça, etc., ben, ça va continuer. Et on restera pas mal. Et on voit que même des pays qui étaient beaucoup moins avancés, pour ne pas dire d'autres mots, principalement en Afrique, qui vont nous dépasser l'un après l'autre, parce que eux, ils se donnent les chances de la réussite et nous, on se les refuse. Voilà, j'essaye de ne pas finir par une note pessimiste. Ce qui aura vraiment le salut quand même, c'est que la formation de base, elle est assez intéressante. Les Tunisiens sont quand même assez éduqués. La contrainte de la vie et de l'économie font qu'on a de plus en plus de courage pour aller de l'avant, entreprendre et prendre des risques. Mais voilà, ça, c'est pas suffisant. Il faut travailler sur tout l'écosystème pour que ça marche. Et espérant de meilleurs cieux. Ok. C'est bon, M. Tissé? Oui, merci. D'accord, on vous remercie infiniment. Personnellement, je suis d'accord avec vous sur plusieurs points, mais quand même, je reste positif, juste pour vous rassurer, pour la méthode Océan Bleu, par exemple. Il y a des étudiants qui ont commencé à travailler dans leur projet de PFE. J'ai eu moi-même l'occasion d'encadrer un étudiant qui a utilisé cette méthode Océan Bleu. C'est vrai qu'elle est très intéressante et qu'elle sauve quelque chose. Mais moi-même, je l'enseigne à mes étudiants, mais l'idée, c'est que ce soit une règle, que ce soit enseigné un peu partout. C'est sûr, c'est sûr. Ça viendra, j'espère. Soyons optimistes. Ça viendra. D'accord. Il y a M. Rida qui voudrait intervenir. M. Rida, vous êtes là? Tout à l'heure, c'est le vice-président de l'ATIC qui a souhaité intervenir vite fait. Si Rida, vous êtes là? Oui, est-ce que vous m'entendez? Voilà, on vous écoute, oui. Juste, je me présente à la caméra, ensuite, par des contraintes de connexion, j'enlève les caméras, si vous permettez. Voilà. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, c'est bon. D'accord. Merci. D'abord, merci, ce n'est pas une intervention, juste, disons, une présentation, enfin, une existence, voilà. Ce n'est pas de ma personne, mais d'une discipline qui intéresse beaucoup le monde de gestionnaire, bien sûr, d'autres aussi, de l'ingénierie, de la médecine du travail, etc. Donc là, je vais un peu descendre un peu sur le terrain, vers le micro. J'étais un peu
à l'échelle macro. Là, je descends un peu sur le terrain sur une problématique qui, malheureusement, j'avais vécu il y a plus que 20 ans en France, puisque je suis ancien étudiant à Paris et je suis docteur en ergonomie, voilà, nouvelle discipline en physique, donc en ergonomie et spécialement en ergonomie du numérique, à l'époque l'ergonomie de l'informatique. Et donc, pourquoi je veux bien intervenir? Parce que de préciser quelque chose d'abord, actuellement, l'ergonomie du physique, les conditions de travail, la santé, etc., elle est de moins en moins utilisée en France, mais puisque ce webinaire concerne spécialement la Tunisie, malheureusement, on a toujours des problématiques qui touchent un peu les conditions de travail et la santé. Mais mon intervention aujourd'hui, c'est plutôt dans le thème, pas la veille et l'entrepreneuriat, mais au niveau de l'innovation, dans l'apport de l'ergonomie sur les transformations numériques et digitales. Et c'était mes recherches à Paris, donc je suis ancien consultant à la RATP. Donc, la RATP, je crois que vous entendez parler, c'est la société de transport parisien. Et donc, je suis fier de mettre en place l'actuel système d'information pour les voyageurs, effectivement, en donnant un peu l'apport de l'ergonomie dans ces nouvelles technologies. Et donc, c'est quoi l'objectif de l'ergonomie? C'est l'adaptation de ces nouvelles situations de travail générées par l'implantation de ces systèmes informatiques. Tantôt, je parle des systèmes d'information, des logiciels, des systèmes numériques, c'est la même chose. Donc, on pousse cette innovation, bien sûr, qui génère, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de problèmes d'inadaptation par rapport aux entreprises. Et je m'intéresse spécialement à cette problématique, c'est comment conjuguer l'adéquation de la faisabilité technique de cette innovation générée par le processus de digitalisation aux besoins réels des utilisateurs. Voilà le mot technique, le mot-clé de l'économie, c'est effectivement comment trouver cette adéquation, donc adapter ces nouvelles technologies aux futurs utilisateurs. Malheureusement, d'après les recherches que je suis en train d'effectuer avec mes étudiants, d'après les nombreuses consultations que je fais dans les entreprises, on a toujours ce problème. Je crois que Cécile me confirme, puisque je vois qu'il est un peu expert dans les transformations digitales. Donc voilà, je précise ici, ce n'est pas l'ergonomie de l'aménagement des postes de travail, parce que j'ai eu le nom ergonomie des magasins tout à l'heure dans ma dernière présentation, c'est plutôt l'ergonomie du numérique, c'est-à-dire comment cette nouvelle discipline apporte, à travers sa méthodologie scientifique et rigoureuse, basée sur l'analyse réelle du travail sur le terrain, à la réussite de ces nouvelles transformations générées par la digitalisation. Donc, voilà, je suis là pour sensibiliser un peu le monde gestionnaire, et je crois que la majorité d'entre vous, vous êtes des gestionnaires, qu'effectivement, dans notre pays actuellement, il y a des grands problèmes qui vont jusqu'à, malheureusement, un échec aux investissements, c'est-à-dire on s'investit dans l'implantation des nouveaux logiciels tels que les ERP aujourd'hui, c'est surtout dans le domaine industriel, mais malheureusement sans aucune étude pas de faisabilité technique. Normalement, on est très loin, on a des bons ingénieurs informaticiens qui nous conçoivent cette information très performants, mais malheureusement, je dirais un peu loin des réels besoins des futurs utilisateurs. Et là, donc je vous confirme que l'ergonomie, avec ses capacités d'analyse du travail réel des utilisateurs, malheureusement, on a mis en évidence un grand écart entre les besoins prédéfinis par les organisateurs du travail et les besoins
réels des futurs utilisateurs. Et là, bien sûr, ça génère beaucoup de dysfonctionnements. Si ce n'est pas un échec à l'investissement, ça génère des difficultés de dysfonctionnement qui touchent, bien sûr, un peu les objectifs préétablis par l'organisation en termes de productivité ou de qualité, ou même parfois de santé. Je parle de santé, là, parce que le fait de mettre en place des logiciels qui ne répondent pas aux besoins des utilisateurs génère, c'est ce que j'ai observé sur le terrain ici, génère des mauvaises postures. Des mauvaises postures qui fait que on observe des problèmes de DMS, squelettique. Donc là, je parle du côté physique. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ce domaine, c'est l'ergonomie des interfaces, ce qu'on appelle les HM, le test en marché. Et là, je vous assure que, enfin, je vous confirme, par les recherches en Tunisie, bien sûr, je l'avais déjà fait en France, mais en Tunisie, on a toujours encore des problèmes d'inadaptation des logiciels aux besoins du futur utilisateur. Et donc, voilà, Fatma, tout à l'heure, elle a parlé de pourquoi pas ne pas faire des futurs séminaires ou webinaires sur la transformation digitale. Là aussi, je suis membre de l'Association internationale d'ergonomie, donc si tout va bien, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Donc, on aura, si tout va bien avec le Covid-19, je ne sais pas comment ça va se passer l'été prochain. Et donc, pourquoi ne pas impliquer notre association dans ce congrès annuel de l'Association internationale d'ergonomie qui s'intéresse effectivement à l'ergonomie numérique, c'est-à-dire comment donner cet apport de cette discipline à la transformation digitale dans les entreprises. Donc voilà, il y a une nouvelle discipline qui est l'ergonomie du numérique, bien sûr, qui aide beaucoup les gestionnaire à réussir le management des systèmes d'information dans les entreprises par cette méthodologie rigoureuse de l'analyse réelle du travail sur le terrain et qui met en évidence les vrais besoins des futurs utilisateurs, qui sont bien sûr des besoins qui dépendent beaucoup de plusieurs facteurs psychologiques, bien sûr, facteurs sociaux, psychosociaux. Quand je parle de la psychologie, c'est surtout au niveau psychologie cognitive. Donc, bien sûr, les nouveaux logiciels, bien sûr, changent complètement les représentations mentales des utilisateurs. Ils utilisaient des systèmes manuels ou bien ils utilisaient des logiciels classiques. Et là, ils se trouvent avec des logiciels bien intégrés qui intègrent toutes les activités. Bien sûr, là, ça change complètement des représentations, particulièrement les représentations mentales. Et là, l'ergonomie s'intéresse beaucoup à la différence entre les expérimentés et les novices. Donc là, cette expérimentation, cette expérience plutôt, effectivement, c'est le niveau de développement des représentations mentales. Et là, je parle aux gestionnaires de ressources humaines, toutes les techniques de GRH, la formation, les recrutements et tout. Bien sûr, l'ergonomie a beaucoup donné pour améliorer les plans de formation, le contenu de formation, puisque ça se base sur, effectivement, l'activité réelle du travail. Donc, je fais une formation où j'ai défini les exigences d'un recrutement. Je ne le fais pas comme ça, sur la base des fiches de poste qui, malheureusement, sont trop loin de l'activité réelle du travailleur. Et du coup, on observe un écart important entre ce que l'organisation définit pour ce poste ou pour ce logiciel et entre ce qui fait effectivement l'opérateur pour réussir son travail. Donc là, il y a un écart énorme. L'ergonomie, son rôle, c'est de diminuer au maximum cet écart pour adapter cette situation nouvelle de travail générée par la numérisation et la digitalisation pour répondre aux objectifs de l'organisation qui est bien sûr l'amélioration de la qualité, l'amélioration de la qualité. Et donc là, voilà, je ne fais pas la pub, mais j'annonce qu'il y a un congrès, un colloque l'été prochain. Bien sûr, je ferai de l'affichage pour ça et ça sera certainement
il y aura une implication de notre association dans ce congrès. Et donc, voilà, j'ai dit qu'il y a bien une sensibilisation de l'académie, enfin, au niveau des nouvelles masters. On a un master d'économie à la faculté de médecine de Monastir, mais ça, c'est plutôt côté plus santé. Et là, on espère créer un master professionnel dans le monde de gestion, si vous voulez, sur l'ergonomie, la transformation digitale. Voilà. Donc, voilà, c'était juste une déclaration d'une présidence d'une nouvelle discipline. Je sais, je suis désolé, je suis descendu beaucoup sur le terrain, mais je vous confirme que c'est essentiel, d'après les recherches que je mène avec mes étudiants, qu'il y a beaucoup de difficultés. Je ne dis pas que dans les établissements publics, mais dans certaines entreprises privées, mais je ne parle pas des établissements publics qui elles aussi, elles sont engagées dans ces transformations, ces installations des ERP, des CRM et des systèmes experts, mais malheureusement sans qu'il y ait des études sur les vrais besoins des futurs utilisateurs. Et comme résultat, malheureusement, on a beaucoup de difficultés, ou bien l'échec, c'est-à-dire le refus de ces nouveaux logiciels, de ces systèmes d'information, ou bien pour certaines autres petites entreprises privées, c'est l'échec, c'est la faillite, quoi. Et voilà, par effet de mode, j'achète l'ERP, mais quand je le mets sur terre, c'est-à-dire quand j'appelle les employés pour utiliser ces systèmes d'information, malheureusement, ils sont rejetés parce que ça transforme complètement leur activité sans qu'il y ait pour autant une préparation ou une bonne définition de leur besoin. Voilà. On vous remercie, Cyrida. Je ne sais pas s'il y a des réactions à la remarque ou à l'intervention de Cyrida Aouni. Non, s'il n'y a pas de réaction. Bon, de toute façon, vu cette mouvance mondiale vers la digitalisation, la Tunisie ne peut échapper donc, à cette mouvance. On va vers la digitalisation. La preuve, on est réunis là à travers nos écrans. Donc, ça va rentrer dans tous les domaines. Je rejoins ton avis, Rida, pour l'inadaptation des fois des outils par rapport au poste. On voit le cas même dans la pratique des activités de veille. Les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, investissent énormément dans des logiciels coûteux et après, l'exploitation, le suivi, la maintenance ne suit pas du tout, où les gens ne sont pas qualifiés pour l'utiliser ou autres problèmes. Donc, c'est vrai que la question d'ergonomie et d'adaptation des outils au poste est un sujet très important à mon sens. Voilà, sinon pour la digitalisation, on va vers la e-gouvernance, la e-réputation, e-business, donc c'est clair qu'on y va tout droit et j'espère qu'on ira dans le bon sens. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Sinon, on pourra se dire au revoir. Je vous remercie tous. Merci beaucoup pour les intervenants de nous avoir permis cet échange fructueux, cet échange très intéressant. Merci aux participants aussi d'avoir porté votre attention sur ce webinaire. J'espère qu'on aura le plaisir de se rencontrer une autre fois dans d'autres événements. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt, j'espère. Allez, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.